Je commence par vous féliciter tous, messieurs et mesdames, mesdames et messieurs les maires et présidents de PCI par rapport à votre élection ou réélection. Et je vais vous présenter le rôle du maire employeur. Comme le disait le président tout à l'heure, en fait, le fait d'être maire ou président vous confère systématiquement un rôle d'employeur, l'employeur des agents de la commune ou de l'intercommunalité. J'ai préparé un document qui, en fait, se compose de 3 parties. La fonction publique territoriale, on va voir quelques chiffres clés et les grands principes. Votre environnement en tant que maire employeur. Et ensuite, qu'est-ce que ça signifie piloter la politique RH d'une collectivité? Donc, RH, ressources humaines. Je ne sais pas exactement quels sont vos objectifs par rapport à cette petite heure que nous allons partager ensemble à parler du maire employeur. Je vais vous donner beaucoup d'informations. Sachez que ce n'est pas parce qu'il y en a beaucoup et que vous ne maîtrisez pas encore tout que c'est compliqué. Ce n'est pas si compliqué que ça vient au fil du temps. Et donc, du coup, c'est juste des notions qu'il faut que vous ayez et en fait, les avoir entendues vous permettra d'aller chercher l'information, de savoir. De toute façon, l'AMF va être là pour vous accompagner tout le temps dans votre rôle de maire employeur et on sera toujours présent pour vous donner de l'information et des conseils en sachant qu'on prévoit de donner des guides et autres supports d'information sur le site de l'AMF au mois de juillet sur le maire employeur. Donc, le maire employeur, les chiffres clés. Alors, sachez que même si vous êtes à la tête de votre commune, vous êtes beaucoup d'employeurs territoriaux en France, puisqu'en fait, vous êtes plus de 44 000 employeurs territoriaux, que sont les maires, les présidents de PCI, mais aussi les présidents des départements et des régions. Maire employeur, c'est quand on compte l'ensemble des agents que vous employez au sein des communes et intercommunautés, c'est 1,3 million d'agents dans le bloc communal. Et en tout, en comprenant les régions et les départements, c'est 1,9 million d'agents. Je vous donne quelques grandes caractéristiques par rapport au personnel, parce qu'en fait, c'est ce qu'on retrouve souvent dans toutes les communes et les intercos. En fait, il faut savoir que globalement, 77% des agents des collectivités et communes et intercommunautés sont des fonctionnaires. On compte à peu près 25% de contractuels, une fourchette. Ensuite, 75% des agents des communes et des intercommunautés appartiennent à la catégorie C, qui est la catégorie des agents d'exécution. 61% des agents de la fonction publique territoriale sont des femmes et 47% des agents appartiennent à la filière technique. C'est important de vous préciser ces chiffres puisqu'en fait, ça vous donne un peu un échantillonnage de ce que vous allez retrouver au sein de votre collectivité. Quand je dis 47% des agents qui appartiennent à la filière technique, c'est souvent aussi des métiers difficiles ou qui provoquent de l'usure professionnelle. Quand je dis 61% des femmes, c'est qu'il y a une montée de protocoles égalité femmes-hommes qui font que de plus en plus, on regarde comment sont réparties les femmes au sein d'une collectivité. 75% des agents de catégorie C appartiennent à la catégorie 75% des agents appartiennent à la catégorie C, c'est-à-dire que comme pour la filière technique, c'est des agents qui souvent vont avoir ou souffrir d'usure professionnelle où il va y avoir une sinistralité dans les emplois ou dans les métiers, donc de la maladie. Et 77% des agents sont des fonctionnaires parce que oui, on est dans la fonction publique et que oui, la fonction publique, c'est des fonctionnaires essentiellement et en priorité. La loi de transformation de la fonction publique l'a confirmé, même si elle ouvre aussi l'accès aux contractuels. Il faut aussi savoir que quand on réunit l'ensemble des métiers de la fonction publique territoriale, c'est 250 métiers. 250 métiers que vous pouvez retrouver sur le site du CNFPT qui a fait un répertoire de l'ensemble des métiers de la fonction publique en mettant des fiches de poste modèles sur les métiers types de la fonction publique territoriale. Comme le disait votre président tout à l'heure, en fait, la fonction publique territoriale, c'est un cadre juridique bien spécifique. Ce n'est pas du tout le Code du travail, c'est un cadre juridique qu'on appelle le statut général de la fonction publique. Il se décompose en 2 temps. Il y a le statut général de la fonction publique qui
en fait, encadre l'ensemble de la fonction publique. Et quand on parle d'ensemble de la fonction publique, c'est les trois versants. Il y a l'État, la territoriale et l'hospitalière. Et ensuite, il y a un statut bien plus spécifique à la fonction publique territoriale, le statut que vous allez devoir respecter, qui est la loi du 26 janvier 84 et qui se décline avec des décrets et de la jurisprudence. Je ne sais pas si tous vous savez ce qu'est la jurisprudence, mais la jurisprudence, en fait, ça va être les décisions, l'ensemble des décisions des juridictions administratives que sont le tribunal administratif, la Cour administrative d'appel et le Conseil d'État, qui en fait va donner des orientations sur la manière dont on gère ou on interprète le statut de la fonction publique. Parce que dans le cadre du contentieux, si vous avez un contentieux avec vos agents, ce ne sera pas devant les prud'hommes, ça sera devant le tribunal administratif, Cour administrative d'appel quand il y a un appel, et après Conseil d'État. Quand on parle de la fonction publique territoriale, en fait, il faut avoir en tête que les employeurs siègent au sein d'instances nationales pour en fait de rendre des avis sur les textes qui vont concerner vos agents. Les instances nationales, elles sont au nombre de 3. C'est le Conseil commun de la fonction publique qui va rendre des avis sur les textes concernant les 3 versants de la fonction publique, État, hospitalier et territorial. Quand il y a des textes qui concernent tous les fonctionnaires, en fait, ça passe au Conseil commun de la fonction publique. Ensuite, il y a le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale qui est l'organe qui va en fait rendre des avis sur les textes uniquement pour la fonction publique territoriale. Il faut savoir qu'il est présidé par un élu qui est monsieur Philippe Laurent, maire de Sceaux et secrétaire général de l'Association des maires de France. Et ensuite, il y a le Conseil national d'évaluation des normes qui va rendre des avis quand les textes en fait, prévoient des dépenses supplémentaires et donc quand il va y avoir un impact financier. Je ne passe pas énormément de temps sur les instances nationales, mais c'est que vous ayez en tête que en fait, quand vous nous faites remonter les infos, quand vous me sollicitez sur du conseil, qu'il y a des choses qui vous posent problème, en fait, j'essaie d'agglomérer un peu tous les conseils que je fais et en fait, je peux faire des propositions où je peux donner vos observations, celles que vous avez au niveau de votre quotidien, aux membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Votre environnement. Alors ça, c'est ce que vous allez avoir, l'environnement que vous allez avoir au quotidien. Donc, les premiers interlocuteurs que vous allez avoir en matière des ressources humaines, en matière de fonction publique territoriale, c'est les services préfectoraux, parce que les services préfectoraux exercent un contrôle de légalité sur certains actes que vous prenez en matière de personnel. Ensuite, vous allez avoir la DGFiP, puisqu'en fait, c'est le comptable public et c'est celui à qui vous allez donner les ordres tous les mois de verser la paye aux agents. Les centres de gestion qui sont les organismes, les établissements de mutualisation au niveau de la fonction publique territoriale qui vous apportent du conseil, qui aussi gèrent les instances du dialogue social et qui gèrent le secrétariat des instances médicales de la fonction publique territoriale et qui s'occupe aussi des concours. Et enfin, dernier organisme important, le CNFPT, Centre national de la fonction publique territoriale, qui, lui, en fait, a en charge la formation. C'est un établissement national, mais qui a des délégations régionales et départementales, et donc sur lequel vous pouvez vous appuyer en matière de formation, et c'est souvent cet organisme-là qui délivre les formations de votre personnel. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi celui qui a mis sur son site un répertoire des métiers pour vous permettre d'avoir l'ensemble des métiers et des fiches de poste un peu type concernant chacun des métiers. Ensuite, en organisme, on a plusieurs organismes que vous allez devoir, dont les noms doivent être connus parce que c'est ceux avec lesquels, en matière RH, vous allez faire des déclarations. Donc, la caisse de retraite, l'organisme qui s'occupe de la retraite des fonctionnaires qui exercent plus de 28 heures, s'appelle la CNRACL. Il y a aussi dans la fonction publique pour les fonctionnaires une retraite additionnelle sur les primes qui s'appelle les RAFT et qui est gérée par les RAFT, c'est un établissement public. Ensuite, vous avez une retraite complémentaire, un organisme qui s'occupe de la retraite complémentaire des contractuels et des agents fonctionnaires à temps non complet de moins de 28 heures qui s'appelle l'IRCANTEC.
c'est aussi celle à laquelle vous cotisez quand vous êtes élu. La CPAM, qui en fait est la caisse de sécurité sociale des agents contractuels, puisque les agents contractuels et les fonctionnaires exerçant moins de 28 heures relèvent de la CPAM. Et enfin, un organisme sur lequel vous pouvez vous appuyer en matière de handicap, qui s'appelle le FIP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Ça va? Donc, pour continuer concernant l'organisation RH au sein de votre collectivité, votre quotidien. En fait, il y a 3 déclinaisons. Il y a le conseil municipal ou le conseil communautaire qui va avoir comme mission d'encadrer les conditions générales et l'organisation de la collectivité. Donc, le conseil municipal va voter des délibérations. Et les délibérations vont vous donner un cadre budgétaire dans lequel travailler ou un cadre concernant les conditions générales de travail dans lesquelles, après, vous pouvez mettre en place les choses. Ensuite, il y a vous, les maires ou les présidents d'interco, vos adjoints au maire quand vous avez délégué la fonction. Et donc, vous avez des pouvoirs propres. C'est vous qui nommez, c'est vous qui mettez en fonction, c'est vous qui mettez en œuvre les conditions d'emploi, l'organisation des services. C'est vous aussi qui validez les formations de vos agents, qui les envoyez en formation et qui signez l'évaluation, qui aussi attribuez les primes individuelles. Et enfin, selon la taille de vos collectivités, les services de la commune qui peuvent s'appuyer sur une direction générale, un secrétariat de mairie, un service RH ou les acteurs de prévention en matière de santé et sécurité, et aussi les centres de gestion en termes de conseils pour les communes de plus petite taille. Il est important de souligner que la première des choses que vous allez devoir, quand vous êtes en poste, mettre en place, c'est une collaboration avec la direction, les services, ça peut être une direction générale ou la secrétaire de mairie, pour envisager le fonctionnement et la manière dont vous fonctionnez en matière RH. Donc ensuite, oula, ma souris va beaucoup trop vite. Ensuite, on a les instances du dialogue social. Donc, il est important de rappeler les instances du dialogue social. Les choses ne se font dans les collectivités, quand vous prenez des décisions collectives ou même individuelles. En fait, il faut savoir que beaucoup de décisions passent devant des instances du dialogue social qui rendent des avis. Donc, en fait, il y a 5 instances qui se composent de la manière suivante. Vous avez la commission administrative paritaire, qui est l'instance du dialogue social qui va examiner les situations individuelles des fonctionnaires. Vous avez la commission consultative paritaire, qui, elle, est l'instance qui va examiner les situations individuelles des contractuels. Ensuite, vous avez le conseil de discipline. C'est en fait une instance à l'intérieur de ces deux instances qui émanent de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire et qui n'est convoquée que pour examiner les dossiers disciplinaires quand vous appliquez des sanctions aux agents. Ensuite, vous avez le comité technique qui, en fait, lui, est une instance du dialogue social à qui vous allez adresser toutes les questions d'ordre général de la collectivité en termes d'organisation et de fonctionnement. Et au sein du comité technique, vous allez retrouver le comité d'hygiène et de sécurité qu'on appelle communément le CHSCT, qui lui va examiner les questions concernant la protection et la santé des agents. Donc voilà les 5 instances du dialogue social avec lesquelles vous allez devoir travailler et à qui vous allez adresser les dossiers pour avis sur pas mal de questions d'ordre collectif ou individuel. Le maire employeur, c'est aussi une typologie des agents. Je vois dans le conseil que je fais, en fait, qu'il y a une confusion entre l'agent et l'emploi. L'emploi, dans la fonction publique, c'est l'emploi budgétaire, souvent. C'est-à-dire, c'est l'emploi que vous allez créer au niveau du conseil municipal pour ouvrir le budget. Et quand vous avez ouvert l'emploi, après, vous y nommez à l'intérieur des agents. Donc, l'emploi, c'est la case. Donc, il faut faire très attention parce que vous ne pouvez pas recruter un agent, vous ne pouvez pas nommer un agent si vous n'avez pas l'emploi budgétaire. Et l'emploi, c'est vraiment l'emploi budgétaire.
Alors, l'emploi budgétaire, il se décline de la manière suivante. Vous avez soit un emploi à temps complet, soit un emploi à temps non complet, puisque c'est le conseil municipal qui va vous autoriser ou vous donner le budget pour créer un emploi à temps complet ou à temps non complet. Donc, la délibération doit le mentionner. Et elle doit aussi préciser si l'emploi est permanent ou non permanent. Donc, c'est deux informations qui doivent obligatoirement paraître dans la délibération et qui va orienter vos choix de recrutement. C'est-à-dire que si l'emploi est créé à temps non complet, vous ne pouvez pas y nommer un agent à temps complet. Si la délibération mentionne un emploi permanent, un emploi non permanent, vous ne pouvez pas recruter sur un emploi permanent. Ça sera obligatoirement un CDD, donc un contrat à durée indéterminée, excusez-moi. Et donc, du coup, en fait, c'est ce qui va vous donner votre cadre. Et l'emploi, quand on parle d'emploi, c'est vraiment le budget, les fonds budgétaires que le conseil municipal vous donne pour recruter. Après, une fois que l'emploi est créé, vous y mettez des agents. Vous avez des agents, vous pouvez recruter des agents de droit public, que vont être les fonctionnaires de plus de 28 heures ou moins de 28 heures, et les contractuels, peu importe. Les fonctionnaires, les contractuels, ça s'appelle les agents de droit public. Et vous avez aussi la possibilité de recruter des agents de droit privé, que sont les apprentis et les PEC, parcours emploi compétences, et anciennement les contrats d'avenir. Voilà les personnels que vous pouvez nommer à l'intérieur des emplois que vous avez créés. En plus des emplois à temps complet, non complet, permanent ou non permanent, vous allez devoir flécher l'emploi créé. Et alors, dans la fonction publique territoriale, les emplois sont organisés selon une nomenclature bien précise. Cette nomenclature est constituée, alors c'est comme un effet poupée gigogne. La plus grosse des poupées, c'est la filière. Vous allez devoir dire de quelle filière relève l'emploi. L'emploi relève, alors il y a 7 filières dans la fonction publique. Il y a la filière administrative, technique, culturelle, animation, sportive, police municipale. Donc déjà, l'emploi, il va être attaché à une filière. Alors, une fois qu'on a dit que l'emploi, par exemple, il était à temps complet, il était permanent, et il va relever de la filière administrative, par exemple. Ensuite, quand vous avez créé l'emploi dans la filière administrative, il va relever de catégories. Il y a 3 catégories dans la fonction publique. La catégorie A, qui est l'encadrement supérieur, la catégorie B, qui est l'encadrement intermédiaire, et la catégorie C, qui sont les agents d'exécution. Donc, une fois qu'on a défini la filière, on définit la catégorie, et au sein de chacune des catégories, il va y avoir des cadres d'emploi. Les cadres d'emploi, en fait, c'est dans lesquels on a regroupé certains métiers. Par exemple, vous avez le cadre d'emploi d'adjoint technique qui va permettre, enfin, qui va regrouper le métier de jardinier, le métier de ripper, le métier de cantonnier. Et donc, du coup, en fait, vous allez avoir différents métiers qui vont être exercés au sein de cadres d'emploi. Et c'est des décrets qui créent les cadres d'emploi dans la fonction publique. Dans chacun des cadres d'emploi, il y a des grades, souvent 3 grades. C'est ce qui permet de donner ce qu'on appelle l'évolution professionnelle des agents ou la carrière. C'est parce qu'on change de grade. Et en fait, par exemple, pour le cadre d'emploi des attachés, il y a le grade d'attaché qui est le premier grade, le second attaché principal et attaché hors classe. Au sein de chacun des grades, il y a des échelons. C'est des grilles indiciaires, souvent numérotées de 1 à 8. Et l'agent, en fait, souvent, il dit le fonctionnaire ou l'agent contractuel, mais le fonctionnaire, puisque c'est celui qui a un déroulement de carrière, va dire « je suis au 2e échelon du grade d'attaché, dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, j'appartiens à la catégorie A et à la filière administrative ». Et donc, on décline les choses comme ça. Et c'est quand l'agent est placé dans un échelon que vous allez savoir combien vous le payez, puisqu'à chaque échelon va correspondre à un indice brut et un indice majoré qui va permettre de déterminer la rémunération de l'agent. L'indice majoré, c'est le numéro qui est donné, qu'on multiplie par la valeur du point et qui donne le traitement indiciaire. La valeur du point, elle est déterminée nationalement. Tous les fonctionnaires qui relèvent de la fonction publique territoriale, État, hospitalière, sont tous payés par rapport à une valeur du point et non pas par rapport au SMIC.
et la valeur du point est multipliée par l'indice majoré qu'ils ont par rapport à l'échelon dans lequel ils sont placés. Donc, on est vraiment dans un système de poupée gigogne. Ensuite, je reviens un tout petit peu sur les actes RH, votre quotidien. Ça va être de vous référer aux délibres qui ont été prises par le conseil municipal ou que vous devez préparer pour vous donner des autorisations à mettre en place des choses, des conventions que vous signez une fois que le conseil municipal vous a autorisé, des arrêtés individuels qui s'apparentent en fait à des actes individuels qui vont vous permettre en fait de nommer les agents, attribuer des éléments de paye. Les arrêtés individuels, c'est aussi certains qui vont être transmis au contrôle de légalité à la préfecture qui va regarder la manière dont vous avez ou si vous étiez autorisé à faire. Et les arrêtés individuels, c'est aussi des pièces comptables que vous transmettez à votre comptable pour donner des droits à verser de la rémunération. Si vous octroyez un montant de prime, si vous octroyez un élément de paye, vous prenez un arrêté individuel que vous transmettez au comptable et qui va justifier l'ordre de paiement sur la paye. Et enfin, les contrats que vous signez pour les agents contractuels. Alors, je vais aborder un point qui pour moi est, c'est pas capital, mais presque, puisqu'en fait, c'est souvent le point sur lequel je suis beaucoup interrogée. Dans la fonction publique territoriale… Pardonne-moi de te couper, Stéphanie. Monsieur Briffaut, vous avez une question? Il faut mettre votre micro, on ne vous entend pas. Oui, bonjour. Simplement pour préciser la différence entre fonctionnaire et contractuel, je n'ai pas bien saisi. Alors, le fonctionnaire, c'est celui qui arrive dans la fonction publique qui est titularisé. C'est en fait comme un CDI, mais alors comme un CDI, comme un contrat à durée indéterminée, mais en fait avec un statut bien spécifique puisqu'il relève du statut de la fonction publique territoriale et il y arrive par concours ou après être titularisé et en fait il a vocation à garder son emploi entre guillemets à vie, avec des mobilités au sein de plusieurs communes, puisqu'il peut bouger. Mais le fonctionnaire, il a un statut particulier. Le contractuel, lui, c'est comme un contrat de droit privé, sauf qu'en fait, comme il travaille pour la fonction publique, il va relever de la fonction publique et on va lui donner un autre statut que le contrat de droit privé. Mais ça va être un contrat de droit public avec des droits différents devant le tribunal administratif aussi, mais avec un statut différent. Le contractuel, en fait, il est normalement là en place pour une durée déterminée ou indéterminée dans certains cas, mais en fait, c'est souvent quelqu'un qui a vocation à passer fonctionnaire. Normalement, dans la fonction publique, la règle est d'employer des fonctionnaires. Oui, c'est un petit peu le parallèle entre le CDI et le CDD dans le privé, quoi. Oui, on peut dire ça comme ça, sauf que en fait, on va aussi avoir des CDI, des CDD et des CDI dans le public, et ils auront un statut de droit public avec des règles de droit public, parce qu'il y a un décret qui prévoit les règles qui encadrent les contractuels de droit public, et en plus des fonctionnaires qui sont le CDI au maximum de ce qu'on peut donner à un CDI, puisqu'en fait, ils ont vocation à rester fonctionnaires et avoir des droits de fonctionnaires et être des agents publics plus. D'accord. Et donc, justement, par rapport à la question que vous venez de poser, ce qui est important de savoir, c'est que le statut de la fonction publique, ce que j'ai décrit au départ, en fait, confère à l'employeur un statut particulier puisqu'il va à la fois remplacer la caisse de sécurité sociale pour les agents fonctionnaires et il va remplacer aussi Pôle emploi. Donc, moi, je dis souvent que l'employeur territorial, il a le rôle d'employeur comme on le connaît dans le privé, en gros, mais en plus, il va être le directeur de la caisse de sécurité sociale de ses agents fonctionnaires et le Pôle emploi de ses agents. Je m'explique. Quand on est fonctionnaire, on ne relève pas du régime de la sécurité sociale. On relève d'un régime spécial des fonctionnaires. Ce régime spécial, il est octroyé par l'employeur. Et donc, quand
Alors, quand je dis régime spécial des fonctionnaires, c'est-à-dire que la fonction publique va avoir ses propres congés maladie, qui ne sont pas les congés les mêmes que les congés du droit privé. Ce n'est pas du tout les mêmes règles pour verser le salaire. On ne verse pas d'indemnité journalière, on maintient du salaire ou on met en place du demi-traitement dans la fonction publique aux agents fonctionnaires. Il y a des instances médicales qui ne relèvent pas de la sécurité sociale, qui sont nos propres instances médicales et qui sont gérées le secrétariat par les centres de gestion. Donc, il y a une organisation de la maladie et du régime de sécurité sociale des fonctionnaires bien particulière dans la fonction publique territoriale. Et donc, l'employeur, il va être le cœur de ce dispositif. Ce qui fait que quand un agent fonctionnaire, et même les contractuels, parce qu'ils ont un semi-statut, ils relèvent du régime général, mais on leur donne des droits supplémentaires. Quand on est fonctionnaire, en fait, et qu'on est malade, eh ben, l'employeur va verser le salaire, va continuer à verser le salaire de l'agent sur son propre budget et prendra un remplaçant s'il y a besoin en plus. La collectivité, pour assurer les droits maladie des agents, a la possibilité de souscrire une assurance qu'on appelle l'assurance statutaire, qui permet de couvrir des risques différents par rapport au congé et des agents différents. Et donc, du coup, quand vous arrivez et que vous êtes employeur, il faut savoir si vous avez une assurance statutaire qui couvre le risque santé dans votre collectivité, de vos agents, ce qu'elle couvre et qui elle couvre, quel congé maladie elle couvre et qui elle couvre. Est-ce qu'elle couvre tous les agents titulaires et les agents contractuels? Est-ce qu'elle ne couvre que les accidents de service? Est-ce qu'elle couvre les longues maladies? Est-ce qu'elle couvre le capital décès? L'ensemble des choses que votre assurance statutaire couvre. Parce que tout ça, c'est vous qui allez le prendre en charge sur votre budget. Vous prenez en charge la maladie de vos agents titulaires sur le budget propre de la collectivité. Et pour les contractuels, je fais un petit aparté, vous assurez aussi la maladie en grande partie. Par contre, vous recevez, comme pour les employeurs du privé, les indemnités journalières de la sécurité sociale et vous versez le supplément que permet le statut pour les contractuels de droit public. Deuxième dispositif un peu particulier, c'est l'assurance chômage. Quand vous êtes employeur, en fait, vous substituez à Pôle emploi pour le versement au chômage. C'est-à-dire que concernant vos anciens agents, ceux que vous n'employez plus, pour X raisons, que ce soit à votre initiative ou à l'initiative de l'agent, s'ils s'inscrivent à Pôle emploi et qu'ils ouvrent des droits qu'ils ouvriraient à Pôle emploi s'ils étaient employés par un employeur privé, c'est vous qui leur verserez les allocations chômage employeur. Et donc, du coup, sachez que quand vous radiez un agent, quand vous vous séparez d'un agent ou quand un agent vous quitte, potentiellement, vous pouvez, à un moment donné, revenir dans sa vie parce qu'il s'inscrira à Pôle emploi, qu'il ouvrira des droits et que comme vous étiez l'ancien employeur, c'est à vous de lui verser le chômage. La seule possibilité aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir une assurance pour ça, c'est de passer une adhésion avec Pôle emploi. Et quand vous passez une adhésion avec Pôle emploi, c'est comme si vous étiez un employeur privé, vous allez payer des cotisations à Pôle emploi, sauf que vous ne pourrez passer une adhésion à Pôle emploi que pour vos agents contractuels. Les fonctionnaires ne seront jamais couverts par Pôle emploi. Pôle emploi ne prendra jamais à sa charge le versement des allocations chômage des fonctionnaires. Donc, ces deux dispositifs, ayez-les bien en tête parce que c'est vraiment une grande distinction pour ceux qui connaissent le monde du secteur privé, une grande distinction entre l'employeur privé et l'employeur public. L'employeur public, il a son propre cadre juridique qui est le statut. Il ne relève pas du Code du travail. Il a des agents qui sont différents puisque c'est des agents de droit public. Et en agent de droit public, on a les fonctionnaires qui relèvent du statut, qui sont globalement les CDI plus de la fonction publique et des contractuels qu'on peut avoir sous CDI ou CDD. Et en plus d'employer et de jouer le rôle de l'employeur comme le fait l'employeur privé, en fait, vous allez avoir à jouer un rôle bien spécifique en matière de maladie et en matière de chômage.
Ai-je été assez claire ou est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, alors, si j'ai bien compris, un fonctionnaire est également pris en charge par la mairie au niveau de son chômage. Oui. Il est pris en charge Pendant combien? par la mairie au niveau de son chômage et de sa maladie. Mais avec les mêmes règles qu'à Pôle emploi, dans le délai, dans la Oui, c'est rémunération. exactement la même réglementation. La différence, la différence, c'est que là où Pôle emploi n'est pas, c'est qu'il ne prend pas en charge, ce n'est pas lui qui va le payer. On a exactement les mêmes règles d'indemnisation que Pôle emploi. Et donc, du coup, on va payer les mêmes montants que si l'agent était payé par Pôle emploi. On va les mêmes règles pour l'affiliation, les mêmes règles pour le nombre de temps qu'on va le prendre en charge au niveau du chômage. C'est exactement la même réglementation. On applique la réglementation, la convention Pôle emploi. Parfait. Merci. La seule obligation, c'est que l'agent, pour que vous l'indemnisiez, il faut que lui s'inscrive à Pôle emploi. Pôle emploi le reconnaît comme étant un demandeur d'emploi. Et une fois qu'il est inscrit à Pôle emploi vous écrit pour dire que comme c'était vous l'ancien employeur et que vous êtes un employeur public, ce n'est pas Pôle emploi qui va le payer, c'est vous qui allez le payer. D'accord. Voilà. C'est un petit peu, peut-être une découverte pour beaucoup d'entre vous, mais voilà, c'est important que vous ayez en tête ces deux spécificités. Le maire employeur, donc pilote de la politique RH. Donc là, je vais vous faire un petit cours, mais très accéléré de tout ce que, même en une journée, j'ai beaucoup de mal à expliquer, ou voilà, parce que ça demande beaucoup d'explications, mais on va essayer, je vais essayer de vous dresser un tableau très général de ce qu'est le maire employeur et le pilotage de la politique RH. Donc, piloter la politique RH, ça va être de définir les orientations stratégiques au sein de lignes directrices de gestion. Les lignes directrices de gestion, c'est apparu avec une loi qui date de l'année dernière, qui s'appelle la loi de transformation de la fonction publique, qui va obliger les élus du mandat à venir, du mandat là, à définir des orientations stratégiques et les inscrire au sein de lignes directrices de gestion. Alors, concrètement, ce n'est pas un mémoire, voilà, mais il va falloir, entre guillemets, définir la politique que vous voulez mettre en place en matière de rémunération, de recrutement, de formation, et inscrire ça dans ce qu'on appelle les lignes directrices de gestion, qui vont être un document qui va permettre d'afficher la politique que vous souhaitez mettre en place pendant votre mandat. Donc, globalement, les lignes directrices de gestion ou les orientations stratégiques, ou quand on parle plus généralement de pilotage de la politique RH de la commune, c'est 5 choses. Organiser les services et veiller aux conditions de travail, procéder à la nomination des agents, veiller aux conditions d'exercice des fonctions des agents, garantir et veiller au déroulement des parcours professionnels et procéder à la radiation. Je vais revenir sur chacun des points. J'ai juste essayé là de vous présenter en 5 points, même si vous allez voir que j'ai vraiment synthétisé en 5 points l'ensemble des pouvoirs que vous avez en tant que maire employeur. Être le maire employeur et organiser les services et veiller aux conditions de travail, ça se décompose en 5 autres points. Ça va être veiller à l'organisation des services, conduire le dialogue social, veiller à l'organisation du temps de travail, veiller à la sécurité et à la protection des agents et assurer le respect des droits maladie. On va revenir sur chacun des points je vais essayer de vous donner les notions clés sur chacun des points. L'organisation des services. Quand on parle d'organisation des services, il faut avoir en tête, pour moi, 4 points, mais on les a vus plus ou moins tout à l'heure. C'est disposer d'un tableau des emplois. Parce que si on n'a pas d'emploi budgétaire, si les emplois n'ont pas été créés par la délibération, on ne peut pas organiser des services sans avoir des emplois et des agents derrière. Il va falloir organiser ces emplois dans un organigramme et savoir comment on souhaite les organiser au sein de la collectivité. On peut vouloir les internaliser, les externaliser ou les mutualiser avec le centre de gestion, l'agence postale communale, la maison de service au public. Enfin, il y a
il y a beaucoup de manières d'organiser des services. Il n'y a pas, toutes les collectivités n'organisent pas ces services. Certaines veulent aussi déléguer les choses à des entreprises privées, déléguer à des établissements publics. Enfin, donc, du coup, on est vraiment sur une organisation. Quelle organisation vous voulez mettre en place au sein de votre collectivité? Qui sont vos collaborateurs directs? Alors, il y a les collaborateurs de cabinet pour le volant politique, et puis les emplois fonctionnels que sont les directeurs généraux, les directeurs des services techniques, qui ne peuvent être créés que dans les communes de plus de 2000 habitants, et les secrétaires de mairie pour les communes de moins de 2000. Et ensuite, ce qu'il est important aussi, mais c'est un peu le petit document que je vous ai dressé au début, c'est les grandes caractéristiques de votre collectivité, c'est savoir quelle est la photographie de votre personnel. Et ça, vous pouvez assez facilement l'avoir dans les données sociales, puisqu'en fait, tous les ans, enfin tous les 2 ans, vous étiez obligé de faire des bilans des données sociales de vos agents. Maintenant, ça va être tous les ans depuis la loi de transformation. À partir de 2021, vous allez devoir le faire tous les ans dans un rapport social unique qui va vous faire remonter en fait les données sociales de vos agents. C'est-à-dire la moyenne d'âge, le nombre d'agents contractuels, le nombre d'agents titulaires, le nombre de jours de maladie, le nombre de jours de maladie graves, le nombre de jours de maladie dus à des accidents de travail. Toutes ces données en fait, vont vous permettre de vous donner une photographie du personnel et de la manière dont le personnel est organisé dans votre collectivité. Ensuite, conduire le dialogue social. Conduire le dialogue social, pour moi, c'est 3 grandes notions clés. Les instances locales du dialogue social, on les a vues tout à l'heure, CAP, CCP, CT, CHSCT. Mais ce qu'il est important quand vous arrivez dans votre collectivité, c'est de savoir si ces instances locales sont en interne ou si elles relèvent du centre de gestion. Puisque les communes de petite taille, en fait, ont une affiliation obligatoire au centre de gestion. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas leurs instances du dialogue social en interne, c'est le centre de gestion qui va les mutualiser, qui va organiser le dialogue, enfin, organiser les instances du dialogue social pour elles. C'est-à-dire que pour les CAP, les communes qui auront moins de 350 agents vont avoir leur CAP au sein du centre de gestion. Pour les comités techniques, c'est les communes de moins de 50 agents. C'est-à-dire que si vous avez moins de 50 agents, votre comité technique relève du centre de gestion. Donc, c'est de savoir où se situe chez vous le dialogue social, en interne, avec vos propres représentants syndicaux, ou de façon mutualisée au niveau du centre de gestion. Ensuite, il est important que vous ayez en tête que si vous avez des représentants syndicaux chez vous ou des agents qui ont des fonctions syndicales, ces agents ont des droits et obligations et ils ont aussi des moyens que vous devez leur mettre à disposition en matière d'heures syndicales, locales, affichage. Et ensuite, vous avez, depuis la loi de transformation de la fonction publique, et je vous le signale, la possibilité, au cours de votre mandat, de mettre en place, si vous le souhaitez, l'encadrement du droit de grève dans certains services. Il s'est avéré important et le législateur a voulu l'année dernière encadrer le droit de grève dans certains services pour que l'élu, l'employeur, ne se retrouve pas du jour au lendemain le bec dans le nez, enfin, un petit peu, il n'y a pas de cantine. Voilà. Il n'y a pas de cantine, les enfants ne sont pas accueillis, on prévient les parents à 11h30 parce qu'en fait, les agents n'avaient pas l'obligation de dire s'ils étaient grévistes, pas grévistes, si le service pouvait être assuré ou pas assuré. Et donc, du coup, c'est un encadrement du droit de grève qui a été mis en place pour que l'employeur soit informé et puisse organiser la manière dont il met en place un service réduit quand il peut le mettre, parce que si tout le monde fait grève, en fait, il ferme la cantine, il ferme l'établissement, mais en fait, il a la possibilité de l'encadrer. Et donc, ça ne concerne que les services que je vous ai mis dans le PowerPoint, c'est-à-dire la collecte et le traitement des déchets ménagers, les transports publics, l'aide aux personnes âgées et handicapées, l'accueil des enfants, l'accueil périscolaire et la restauration collective et scolaire. Concernant le temps de travail, en fait, l'employeur organise le temps de travail. Ce qu'il est là important de savoir, c'est que dans la fonction publique comme dans le privé, le temps de travail, c'est 1607 heures annuelles. Qu'au sein des 1607 heures annuelles, il y a des garanties qui doivent être respectées, des garanties minimales. Les garanties minimales, c'est le nombre d'heures qu'on peut faire, le nombre d'heures qu'on peut travailler au maximum dans une journée, le nombre d'heures de repos qu'on doit avoir entre 2 périodes de travail,
le nombre de minutes de pause qu'on doit donner au bout de combien d'heures. En fait, c'est 20 minutes au bout de 6 heures. Mais voilà, donc en fait, il faut organiser le travail des services en fonction des garanties minimales. Organiser les cycles, mettre en place ou pas des RTT, annualiser ou pas certains services. Souvent, le service des écoles, les ATSEM, les agents de service des écoles, en fait, sont souvent annualisés par rapport aux périodes scolaires et vacances scolaires. La manière dont on organise les heures supplémentaires et si on met en place ou pas des astreintes. Je sais qu'il y a des départements dans lesquels il y a des enneigements et autres, et en fait, il y a des astreintes qui sont prévues les week-ends et les semaines sur les périodes hivernales. Et aussi savoir si l'on souhaite mettre en place le télétravail qui s'est pris un petit coup d'accélérateur, le télétravail, depuis ces derniers mois, puisqu'en fait, il y a eu beaucoup de pratiques en termes de télétravail. Il faut aussi savoir les différents congés de la collectivité, qui souvent sont formalisés dans un règlement des congés. Et enfin, avoir en tête que dans la fonction publique territoriale, il existe le compte épargne-temps, qui en fait est un dispositif dans lequel on épargne des jours de congé ou des RTT. C'est encadré et c'est obligatoire à partir du moment où l'agent demande à mettre quelques jours dans l'année parce qu'il ne les a pas pris dans un compte épargne-temps, l'employeur est obligé de le créer. Par contre, l'employeur n'est pas obligé de le monétiser. C'est une délibération qui permettra ou pas la monétisation du compte épargne-temps. Ensuite, il est important, et là c'est essentiel puisque ça engage vraiment votre responsabilité, de savoir que vous, en tant qu'employeur, vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la santé de vos agents. C'est-à-dire que là, pour le coup, ce n'est pas de statut de la fonction publique, c'est exactement les mêmes obligations que l'employeur privé avec les conditions fixées par le Code du travail. Et pour le coup, l'employeur public engage grandement sa responsabilité en matière de protection et de sécurité de la santé des agents. Donc, vous devez être très vigilant sur cet aspect, puisque c'est cet aspect qui peut réellement engager votre responsabilité, la responsabilité pénale. En fait, vous avez donc les mêmes obligations que les employeurs du privé. Vous avez des acteurs pour vous aider dans cette mission, que sont l'assistant de prévention, l'ACFI, le conseiller de prévention, la médecine de prévention et le comité d'hygiène, de santé et de conditions de travail, qui est l'instance du comité technique sur lequel vous pouvez vous appuyer. Ensuite, il faut que vous sachiez qu'il y a des outils obligatoires qui doivent être mis au sein de votre collectivité et que vous devez avoir des registres comme le document unique, le registre de santé et de sécurité et aussi la mise en place d'un registre de signalement d'un danger grave et imminent quand il y a un danger grave et imminent, ce qui me permet de passer à quelque chose dont on a aussi beaucoup entendu parler ces derniers temps, c'est-à-dire l'exercice du droit de retrait de l'agent. C'est-à-dire que quand l'agent se considère en danger ou que les conditions dans lesquelles il exécute son travail pour lui revêt un danger grave et imminent, il a la possibilité d'exercer son droit de retrait, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas. Il explique dans un registre pourquoi il ne veut pas travailler. Ce registre est transmis au maire, enfin à l'employeur et aux acteurs pour qu'il y ait une étude et voir si réellement il existe un danger grave et imminent, la manière dont on résout le problème pour que l'agent puisse revenir au travail. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, dans cette première partie, le rôle important de l'employeur, c'est le respect des droits maladie des agents. Donc, je ne reviens pas dessus, vous avez un rôle spécifique en matière de régime spécial et régime général des agents de la fonction publique, qu'ils soient contractuels ou titulaires, surtout les titulaires. Les instances médicales de la fonction publique, en fait, vous avez deux grandes instances qui s'appellent le comité médical. Le comité médical, en fait, lui, c'est... Vous allez soumettre des dossiers pour avis au comité médical pour savoir si l'agent relève d'une longue maladie. Si sa pathologie, parce qu'il y a le secret médical, vous n'avez pas à savoir de quoi souffre l'agent. Et donc, du coup, c'est le comité médical qui va examiner le dossier médical de l'agent et vous dire si oui ou non la pathologie dont souffre l'agent relève d'une longue maladie qui le place avec 2 ans de plein traitement
et 3 ans de demi-traitement, ou si ça reste de la maladie ordinaire, et donc du coup, vous arrêtez de lui payer sa maladie ou il passe à demi-traitement au bout de 3 mois. Et donc, c'est le comité médical qui va rendre un avis sur la pathologie et le classement de la pathologie par rapport au congé. Ensuite, vous avez la commission de réforme. Elle va surtout statuer sur les accidents de service qu'on appelle maintenant CITIS. Donc, c'est le nouveau nom des congés maladie, des congés pour accident de service, excusez-moi, et la maladie professionnelle. Donc, en fait, je vous ai donné à peu près les types de congés. On a de la maladie ordinaire, de la longue maladie, de la longue durée. La grave maladie, c'est pour les agents contractuels. Et le CITIS, qui est l'accident de service. L'assurance statutaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est important. Il faut avoir en tête que c'est une notion clé quand on parle de droit maladie des agents, de se poser la question de l'assurance statutaire. Il y a un nouveau congé qui arrive qui s'appelle aussi la période de préparation au classement. Cette période de préparation au classement, c'est souvent pour des agents qui, en fait, vont devenir inaptes à l'exercice de ces fonctions. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'usure. Il y avait des agents, beaucoup de métiers exercés dans la filière technique et beaucoup d'agents d'exécution et donc, du coup, de l'usure sur les métiers. Et pour éviter ou aider au maximum l'agent à se reconvertir dans un métier qu'il pourra exercer, en fait, le législateur a mis en place une période de préparation au classement qui, en fait, permet à l'agent de bénéficier de cette période pour un reclassement à venir dans un autre métier. Et ensuite, important aussi dans la fonction publique territoriale, on a ce qui s'appelle la protection sociale complémentaire. Alors, communément, c'est la mutuelle et la prévoyance qui existent dans le privé. Dans la fonction publique territoriale, à l'inverse du privé, pour le moment, elle est encore facultative. Vous pouvez ou vous ne pouvez pas la mettre en place et y participer financièrement. Et si vous la mettez en place, si elle se met en place, elle peut se mettre soit pour la mutuelle, donc vous pouvez participer à la mutuelle de vos agents sous certaines conditions, soit pour la prévoyance, et ça peut être pour les deux. Et donc, vous participez financièrement, vous en tant qu'employeur, à la mutuelle et à la prévoyance de vos agents. Et enfin, petite information, vous avez aussi en tant qu'employeur public des obligations en matière de handicap. Donc, il faut savoir que comme dans le privé, en fait, il y a un taux d'emploi qui est obligatoire de 6% pour les personnes handicapées. Si ce taux n'est pas atteint dans la collectivité, elle ne concerne que les communes de plus de 20 agents. Si ce taux n'est pas atteint dans la commune ou l'intercommunalité, en fait, il y a des pénalités à verser au FIP. Et le FIP est aussi là pour aider à la mise en place de politiques en faveur du handicap. En matière d'égalité femmes-hommes, on a aussi, depuis la loi de transformation de la fonction publique, pour les communes de plus de 20 000 habitants, l'obligation de mettre en place des plans d'action en faveur du handicap. Et pour les communes de plus de 40 000 habitants, pour leurs emplois de direction, de respecter ce qu'on appelle la règle des nominations équilibrées, c'est-à-dire qu'il doit y avoir au maximum 40% d'un sexe représenté au niveau des directions générales. Est-ce que vous avez des questions à ce stade, avant que je ne parte sur les nominations? Non, c'est bon? On continue alors. Donc, deuxième grand item du pilotage des orientations stratégiques du maire, en fait, par rapport à ses pouvoirs propres, c'est la nomination. En fait, il y a deux possibilités pour nommer, enfin, il y a deux types de nomination. Il y a la nomination des agents qui viennent pour la première fois dans la fonction publique et la nomination des agents fonctionnaires qui arrivent d'autres collectivités ou de l'hospitalière, d'un hôpital ou de l'État et qui ont une poursuite de leur carrière. Donc, les notions clés que j'ai retenues par rapport au primo-recrutement. Pour recruter, en fait, il faut déjà faire un besoin de recrutement. C'est-à-dire qu'il est important que pour chacun de vos postes, vous ayez une analyse du besoin et que ce besoin se manifeste dans un profil de poste. Il est vraiment important pour vous, comme pour l'agent qui est recruté, de connaître son profil de poste et savoir pour la raison pour laquelle on l'a recruté et quelles sont les activités qu'on attend de lui. Les recrutements des primo-accédants, pour répondre à votre question, alors, je crois que M. Briffaut, si je lis bien votre nom, en fait, non, c'est pas ça, c'est pas M. Briffaut. Parce que ça s'affiche Briffaut, c'est pour ça que je dis M. Briffaut, mais c'est pas grave.
c'est de vous que je parle, vous posiez la question de fonctionnaire. En fait, le fonctionnaire, quand il est primo-accédant, il ne peut l'être qu'après avoir passé un concours. Et une fois qu'il a passé le concours, vous le nommez. Sauf pour certains cadres d'emploi d'agents de catégorie C d'exécution, c'est des nominations directes. Mais une fois que vous l'avez nommé, s'il est fonctionnaire, il ne pourra être fonctionnaire titulaire qu'après avoir passé une formation ou une étape qui s'appelle le fonctionnaire stagiaire. C'est comme une période d'essai, mais je mets des guillemets, une période d'essai d'1 an pendant laquelle, en fait, l'agent doit faire ses preuves pendant 1 an pour savoir si oui ou non vous le titularisez à l'issue. Et une fois qu'il est titulaire fonctionnaire, il relève du statut général et il poursuit sa carrière dans la fonction publique en fonction des règles fixées par le statut. Ensuite, vous avez les conditions d'accès. Quand vous recrutez un agent contractuel, il faut savoir que, comme je le disais tout à l'heure, la règle dans la fonction publique, c'est de recruter des fonctionnaires. Quand on ne peut pas recruter des fonctionnaires, c'est les textes qui nous disent dans quel cas on peut recruter des contractuels. Mais si vous recrutez un contractuel à la place d'un fonctionnaire, vous devez maintenant respecter 7 étapes de recrutement pour recruter un contractuel et respecter, sinon il y a des vices de procédure. Vous devez en fait déclarer la vacance de votre poste. Alors, la vacance de poste, c'est en fait le fait de dire que vous cherchez quelqu'un chez vous et quand on déclare une vacance de poste, on le fait au centre de gestion qui va en fait la publier et dire sur son site que la collectivité X ou Y en fait cherche un adjoint technique, un attaché, un administrateur, une auxiliaire de puériculture, une ADSEM. Et donc cet affichage, une fois qu'il est fait, en fait les agents fonctionnaires postulent. Si aucun agent fonctionnaire postule ou si les agents fonctionnaires qui postulent ne vous conviennent pas, vous pouvez prendre des agents contractuels, mais donc du coup, vous devrez respecter une certaine procédure qui contient 7 étapes, c'est-à-dire vous devrez explicitement dire qu'il y a une candidature infructueuse d'agent titulaire et vous devrez faire un PV de recrutement pour dire les compétences attendues sur le poste et pourquoi vous avez pris tel ou tel contractuel. Enfin, il y a différentes étapes à respecter pour recruter un contractuel. Et ayez-le en tête, c'est tout nouveau. Ça date de la loi de transformation de la fonction publique qui date de l'année dernière, qui a mis en place cette nouvelle procédure de recrutement en 7 étapes par décret qui s'applique depuis le 1er janvier 2020. Ensuite, important aussi en notion clé, le contrat de projet. C'est un nouveau contrat dans la fonction publique qui a beaucoup fait parler de lui. C'est un contrat aussi qui est issu de la loi de transformation de la fonction publique et qui en fait permet de recruter un CDD, obligatoirement un CDD, pour une période maximale de 6 ans pour accompagner un projet. Ensuite, concernant la mobilité, les notions clés sur lesquelles je trouvais important de revenir, c'est la mobilité interne et la mobilité externe. La mobilité interne, c'est celle que vous allez faire au sein de votre collectivité, puisque vous pouvez nommer un agent à partir du moment où c'est des fonctions qui correspondent à son cadre d'emploi, en interne sur des services différents. C'est-à-dire qu'un adjoint administratif peut à un moment donné travailler au service finance et puis après basculer au service RH. Et donc, c'est ce qu'on appellera une mobilité interne parce que vous l'affectez en interne d'un service à un autre. Ensuite, il y a la mutation. La mutation, c'est quand vous passez d'une collectivité… Excusez-moi, 2 petites secondes, je règle des petites choses techniques. Je m'as fait tomber. Et donc, du coup, en fait, la mutation, c'est en fait le passage d'une collectivité à une autre. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire, quand il est titulaire dans une collectivité et qu'il veut aller travailler dans une autre collectivité, qu'il se fait recruter dans une autre collectivité, il peut. Sauf qu'il ne peut le faire que par la voie de mutation. Et en fait, les 2 collectivités vont se mettre d'accord et vont lui assurer une continuité de carrière au sein de chacune d'entre elles. Il est important de savoir que dans ce cadre-là, les agents ont des dossiers individuels. Pour chacun de vos agents, l'employeur est tenu de tenir un dossier individuel dans lequel il va y mettre l'état civil ou les pièces importantes concernant la situation personnelle de l'agent. Et il va y mettre tous les arrêtés qu'il va prendre tout au long de sa carrière. Et ce dossier va le suivre d'une collectivité à une autre. Et donc, du coup, les employeurs vont se succéder et vont se transmettre le dossier individuel de l'agent. Il n'y a qu'un dossier individuel par agent.
Et enfin, petite nouveauté, c'est que depuis 2020, en fait, a été créé un site dans lequel on recense l'emploi de la fonction publique en général. Tous les emplois, quels que soient les employeurs, hospitaliers, État ou territoriaux. Hop là. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux nominations? Non? Là, vous pouvez prendre la parole, on n'est pas nombreux, donc ce ne sera pas la foire d'empoigne. Hein. Non? Bon, alors on continue. C'est que tout est clair, hein, Stéphanie. Bah, j'espère. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais en fait, ça fait beaucoup de notions en peu de temps, mais voilà. Vous pourrez y revenir plus tard, ou vous penserez à moi quand elles reviendront, ou vous signerez un arrêté, ou vous vous retrouverez dans la situation. Donc, en fait, veillez. Attendez, vous permettez deux petits. Mais bien sûr, petit problème domestique. Les aléas du télétravail. Bon, de toute façon, c'est enregistré et vous recevrez le support. Donc, ne vous inquiétez pas. Si c'est un peu compliqué, vous pourrez toujours revisionner la visioconférence sur la chaîne de l'Association des maires. Ça y est, t'en as noyé un et non, j'en ai pas noyé un, mais en fait, il est enfermé à la. Non, mais bon, après vous l'avez enfermé. Ça, mais les écoles, en fait, avec les règles, en fait, la sortie des écoles, on leur demande tellement d'être dans des consignes que quand ils ressortent de l'école, par rapport à avant, ils sont, c'est des explosions, quoi. Voilà. Donc, je suis désolée. Désolée, mais voilà. Donc, concernant les conditions d'exercice de fonction des agents, il est important, du coup je vais avoir de la campagne, il est important de regarder trois choses. Veiller au respect des droits et obligations des agents territoriaux, veiller au respect des règles déontologiques et veiller au respect des responsabilités financières, pénales et disciplinaires. Quand on parle des droits et obligations des agents, vous le disiez tout à l'heure, en fait, les fonctionnaires ont des droits et obligations spécifiques qui leur sont demandés dans le statut général de la fonction publique. Il y a en premier les droits. Donc, les agents ont des droits, droit à la rémunération, droit à la formation, droit à la protection fonctionnelle, droit de grève, droit syndical et droit à la non-discrimination. Ils ont par ailleurs des obligations, l'obligation de service, le droit de réserve, le devoir d'obéissance, le secret professionnel ou l'obligation des intéressements. C'est ce qui fait en fait des spécificités de la fonction publique. Quand on est fonctionnaire, on est censé être un agent public et rendre un service public et on a aussi des droits et des obligations bien spécifiques, même s'il y en a certaines qu'on retrouve dans le privé. En fait, le fonctionnaire a des droits et obligations bien spécifiques. Il est aussi important de savoir que la loi de transformation de la fonction publique a transféré aux maires de grandes compétences en matière déontologique. Et donc, en tant qu'employeur public, vous allez devoir faire respecter les règles déontologiques de vos agents. Mais pour ça, vous n'êtes pas seul. Vous avez des acteurs pour vous aider. Le référent déontologue et la haute autorité. C'est-à-dire que dès que vous avez un doute concernant l'activité exercée d'un agent, qui pourrait se retrouver en cumul d'activités, c'est-à-dire qu'il est agent territorial et puis en fait, il est aussi auto-entrepreneur le week-end pour faire du jardinage chez des particuliers. Toutes ces questions-là, en fait, vous devez les soulever et questionner ou l'agent ou vous, le référent déontologue qui souvent se retrouve au niveau des centres de gestion pour permettre de savoir si l'agent a le droit ou pas d'exercer son activité, puisqu'en tant que fonctionnaire, il ne peut pas exercer toutes les activités et il y a des règles bien spécifiques à respecter. Quand le référent déontologue ne peut pas répondre, en fait, c'est la haute autorité qui sera saisie pour répondre à la question et savoir si oui ou non l'agent peut exercer. Il y a donc des grands principes de déontologie, vous ne pouvez pas les connaître. Et globalement, en fait, c'est vraiment tellement spécifique et tellement réglementé et ça relève tellement aussi de la manière dont l'agent
à créer sa société, sous quel régime et autres, en fait, appuyez-vous sur les référents déontologues. Ils sont là pour ça. Et sachez aussi que pour les communes de plus grande strate, en fait, certains agents collaborateurs de direction générale ont des obligations déontologiques et ils ont des déclarations à faire en matière de patrimoine. Je cherche le terme, des déclarations d'intérêt et des déclarations de patrimoine. Ensuite, sachez aussi qu'il est important, mais ça c'est un petit rappel, qu'au sein de chacune des collectivités, vous devez avoir mis en place des procédures de lanceurs d'alerte, de protection des lanceurs d'alerte. Et enfin, par rapport aux responsabilités, vous avez un gros rôle en tant qu'employeur en matière de responsabilité disciplinaire. C'est-à-dire que vous devez, en tant qu'employeur, être là aussi pour sanctionner quand vos agents font des fautes et saisir les instances, souvent saisir les instances disciplinaires. Les sanctions disciplinaires, elles sont graduées et donc souvent, quand j'assure du conseil auprès de vous dans l'année, en fait, les élus me disent souvent « Ah oui, mais ce n'est pas la première fois qu'il fait ça, il l'a déjà fait. » Oui, mais sachez que quand un agent fait quelque chose qui ne vous convient pas, mettez-le dans le dossier. Puisqu'en fait, toute la procédure disciplinaire porte sur des faits et des dossiers. Donc, en fait, vous devez obligatoirement, c'est ce que je vous conseillerais, c'est que n'attendez pas de ne plus supporter la situation pour vous manifester en tant qu'employeur. Marquez les faits, parlez-en, reprochez, et quand vous reprochez quelque chose qui n'a été pas bien fait, qui a été mal fait ou qui en fait ne vous convient pas, ou des incidents par rapport à des insultes qui peuvent être entre collègues ou autres, marquez-le dans le dossier pour qu'au moment où quand vous n'en pouvez plus, vous puissiez vous appuyer sur une somme de faits qui fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si le fait peut sembler pas énorme, en fait, c'est la répétition des faits qui va faire qu'on va appuyer sur une sanction disciplinaire. Bien souvent, les élus, les employeurs que vous êtes se sentent un peu démunis par rapport au disciplinaire ou la sanction disciplinaire parce qu'en fait, ils attendent que les choses montent pour vouloir faire une sanction. Et quand ils font la sanction, en fait, ils se retrouvent un peu frustrés, excusez-moi du terme, devant les instances ou devant le juge administratif parce qu'en fait, le juge ou les instances, le conseil de discipline ne va pas forcément les suivre parce que dans le dossier, il n'y aura rien. Ça ne veut pas dire que l'employeur n'a rien à reprocher à l'agent. C'est-à-dire que dans le dossier, tous les faits ne seront pas marqués ou ne seront pas précisés, ce qui fait que le conseil de discipline ne va pas forcément vous suivre. Plus vous aurez des choses actées, c'est de la procédure administrative, c'est de la procédure écrite, mieux ce sera pour que vous jouiez pleinement votre rôle disciplinaire. Concernant le risque financier et le risque pénal, après, je ne vous apprends rien en tant qu'élu, c'est aussi des choses que vous connaissez dans votre statut d'élu. Le risque financier, c'est la gestion de faits, et le risque pénal, l'homicide involontaire et le manquement au devoir de probité, par exemple. Enfin, je dis enfin, mais il y en a encore deux. Vous devez garantir et veiller au déroulement des parcours professionnels de vos agents. C'est-à-dire que vous allez devoir évaluer, promouvoir et autoriser les mobilités, que vous allez devoir ordonner le versement de la rémunération, veiller à la régularité des situations administratives et piloter la politique de formation des agents. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une nomenclature des emplois. Il y a des échelons, il y a des grades, il y a des cadres d'emploi. Et donc, du coup, en fait, il y a différentes évolutions de parcours professionnel des fonctionnaires. Monsieur, je vous précise parce que ce que je vous dis là, c'est pour les fonctionnaires, les parcours professionnels. C'est-à-dire que les fonctionnaires vont avoir des avancements d'échelon. C'est des avancements automatiques. Et vous, employeurs, en fonction de leur ancienneté et de la manière de servir, de leur valeur professionnelle, vous allez pouvoir les promouvoir au grade supérieur ou au cadre d'emploi supérieur. Et c'est vous qui avez la main dessus. Donc, c'est vous
qui définissait et orientait les parcours professionnels de vos agents. Et pour ça, vous vous appuyez sur l'entretien d'évaluation. Et l'entretien d'évaluation, c'est un entretien professionnel qui se fait tous les ans avec le supérieur hiérarchique direct et qui permet de définir, de regarder la valeur professionnelle de l'agent, de le regarder par rapport aux objectifs qui ont été fixés l'année précédente et de fixer les objectifs de l'année suivante. En matière de rémunération, c'est vous, employeur, qui ordonnez le versement de la rémunération et c'est vous aussi qui influez la politique de rémunération. J'aurais tendance à dire qu'il y a 3 grandes politiques de rémunération. Vous avez une politique de rémunération, donc il y a la rémunération, elle est statutaire. Mais vous avez une marge sur laquelle vous pouvez agir, ce qui est la marge sur les primes. Donc, vous pouvez mettre en place des primes égalitaires, tout le monde a la même chose. Vous pouvez mettre en place des primes liées au mérite. Et donc, du coup, il faut s'appuyer sur l'entretien d'évaluation et la valeur professionnelle des agents. Vous pouvez aussi influer la rémunération par rapport à l'action sociale. Et donc, du coup, mettre en place des prestations, tickets restaurants, chèques vacances, au sein de votre collectivité qui va avoir une politique de rémunération plus tournée vers le social et aussi mettre en place ce qu'on a vu tout à l'heure, la protection sociale complémentaire, l'aide pour la mutuelle et la prévoyance. Donc, vous avez en main, entre guillemets, la politique salariale de votre collectivité et tout ça, en fait, vous le retrouvez au sein des dépenses du personnel puisqu'en fait, on en parle beaucoup et c'est quand même le nerf de la guerre, c'est la masse salariale et les dépenses liées aux fonctionnels. Les dépenses fonctionnelles, donc au fonctionnement de la gestion des personnels. Ouh, je commence à fatiguer. Et donc, du coup, comme c'est de la fonction publique, l'organisation financière s'appelle la M14 et elle doit être inscrite au chapitre 12 de la section de fonctionnement du budget, les dépenses liées en matière de personnel. Ensuite, concernant les agents, monsieur, par rapport à votre question tout à l'heure, les fonctionnaires, en fait, on les classe en 4 positions. Il y a l'activité, qui est la position la plus courante, dans laquelle on va retrouver les agents, et qui va cibler sur le congé maladie, c'est de l'activité, les différentes situations administratives en lien avec les événements familiaux, le congé mater, les autorisations spéciales d'absence, la mise à disposition, tout ça, c'est de l'activité. Il y a le détachement. Le détachement, c'est quand... c'est une position statutaire du fonctionnaire qui, quand, par exemple, je vais vous donner un exemple, quand un fonctionnaire vient de la fonction publique hospitalière, en fait, il n'a pas les mêmes décrets, il n'a pas la même concordance des cadres d'emploi. Et donc, du coup, on le détache pour venir travailler dans une collectivité. Le congé parental, c'est le même que dans le privé. En fait, l'agent est placé en congé parental après une naissance ou une adoption. Et la disponibilité, c'est en fait le congé sans solde, entre guillemets, du privé. Et il y a différentes possibilités de bénéficier de disponibilité pour créer une entreprise, pour convenance personnelle, pour élever un enfant de moins de 12 ans. Donc, vous avez plusieurs types de disponibilité et ça sera vous, employeur, d'accorder les choses. Certaines sont de droit, mais souvent liées aux nécessités de service. Donc, d'accorder la disponibilité, le congé parental ou le détachement et de gérer le retour de l'agent. En matière de formation, c'est aussi le maire, l'employeur, qui a la main sur la politique de formation de ses agents. Il y a des formations qui sont obligatoires par rapport au cadre d'emploi ou aux missions exercées, d'autres qui sont facultatives, en sachant que le compte personnel formation existe aussi dans la fonction publique territoriale. Il n'est pas en euros, il est en heures. Et la collectivité doit mettre en place pour ses agents et afficher la politique de formation, un plan de formation. Enfin, la radiation des agents. Donc, c'est l'employeur qui procède à la radiation des agents et qui maintient leurs droits en tant qu'ancien employeur en matière de protection sociale et de chômage. On l'a vu tout à l'heure. Donc, les cas de radiation, les grands cas de radiation, vous allez avoir la retraite, la démission, l'abandon de poste, le licenciement, le décès. Et du coup, à partir du moment où vous radiez un agent, l'agent perd son statut de fonctionnaire. C'est-à-dire que c'est fini. Il n'est plus fonctionnaire. Il le perd. Donc, en fait, parce qu'il perd son statut, en fait, il ne bénéficiera plus du régime spécial des fonctionnaires. Mais par contre, c'est parce qu'il était fonctionnaire avant que vous lui maintiendrez ses droits au chômage.
Il y a une nouvelle forme de radiation des cadres qui existe depuis la loi de transformation de la fonction publique, qui est la rupture conventionnelle. Elle existait dans le privé, elle a été mise en place dans le public. Elle concerne uniquement les fonctionnaires et les agents contractuels en CDI. Et elle est à l'initiative conjointe de l'agent et de l'employeur. Elle ne peut pas être imposée ni à l'un ni à l'autre. Mais je vous le rappelle, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le rôle de l'employeur vis-à-vis de ses anciens agents concernant le versement des allocations chômage. Vous avez la possibilité d'adhérer à Pôle emploi uniquement pour les contractuels. Et quand il y a un fonctionnaire qui est radié, non seulement vous lui payez le chômage, mais en plus, pendant 1 an, c'est vous qui lui verserez les indemnités du régime général, parce que comme il dépendait du régime spécial avant en tant que fonctionnaire, vous lui maintenez ses droits au régime général 1 an après sa radiation. Stéphanie, oui. Vous pouvez préciser concernant la retraite. La retraite. Un agent qui part en retraite. Un agent qui part en retraite, quand il est fonctionnaire, en fait, il n'est plus du tout pris en charge par la collectivité. La collectivité va en fait l'aider parce qu'il n'y a pas d'agence CNRACL dans les départements. C'est la collectivité qui va être chargée de constituer le dossier, c'est-à-dire les pièces et autres, qu'elle va transmettre souvent pour contrôle au centre de gestion et ça sera transmis à la CNRACL, la caisse de retraite des fonctionnaires, qui en fait va après prendre en charge le fonctionnaire pensionné retraité de la fonction publique territoriale et lui verser sa pension. Pour les agents contractuels, en fait, ils relèvent de la CNAV. Donc, en fait, là, vous ne vous occupez de rien. L'agent vous fait un courrier comme quoi il veut bénéficier de sa retraite à telle date. Vous le radiez des cadres pour retraite. C'est la CNAV qui va lui payer sa retraite et l'IRCANTEC en retraite complémentaire. Il n'est pas question, comme dans le privé, de prime de départ ou de choses comme ça. Non, il n'y a pas de prime de départ dans la fonction publique territoriale. D'accord. Il y a des fois, en fait, ce qui existe, c'est au niveau de l'action sociale, le COS, enfin le comité des œuvres sociales ou autre, qui en fait prévoit un chèque de départ, mais comme on prévoit le chèque vacances ou autre, comme les chèques à la naissance, un petit chèque de départ pour les agents, mais il n'y a pas du tout de grosse prime au départ. D'accord. Par contre, par rapport à la rupture conventionnelle tout à l'heure, c'est comme dans le privé, on fait la rupture conventionnelle avec un chèque de départ, une indemnité de rupture conventionnelle. Très bien. Et la retraite, non. La retraite, non. Il n'y a pas de chèque. Tout bon et loué du service. Je sais qu'il y a des collectivités qui pratiquent, alors normalement ça n'existe plus, mais qui pratiquent la règle des 3 mois de bon soldat. C'est-à-dire qu'il y a des collectivités qui ont mis en place le fait qu'on continue à payer l'agent 3 mois avant son départ à retraite. Mais ça avait aussi ses origines parce que c'était long, la jonction entre les deux, le passage entre la collectivité et la caisse de retraite. Maintenant, le dossier est préparé en 6 mois. Maintenant que tout est informatisé, et tout se passe beaucoup plus vite. Et en fait, en général, la CNRACL prend très bien le relais dès le mois d'après la pension des agents. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Oui? Non? C'est déjà pas mal? Oui, ça fait. Je ne sais pas, Nathalie, s'il y a d'autres personnes. On en a perdu un au passage. Hein? On en a perdu un au passage. Un? Ah. Beaucoup ou un? Ah, alors ça va, ça va. Voilà. Petite question par rapport aux congés qui doivent être pris du 1er janvier au 31 décembre, c'est ça? Oui. Les congés annuels? Les congés annuels? Oui, c'est ça. Est-ce que si au 31 décembre, ils ne sont pas posés par l'employé, est-ce que j'ai obligation de les prolonger sur l'année suivante ou pas? Alors, il y a une possibilité de report. En général, toutes les collectivités le pratiquent jusqu'au 31 mars. D'accord. Mais si vous avez une organisation, un règlement dans lequel vous dites qu'il n'y a pas du tout de report, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles l'employeur a la main, il organise. Donc, en fait, si vous ne prévoyez pas le report, en fait, par contre, l'agent a la possibilité de déposer les congés qui restent dans son compte épargne-temps.
le CET, oui, d'accord. Il y a très très peu de cas dans lesquels les agents perdent leur congé et d'autant, alors je fais une petite alerte, c'est-à-dire que la Cour européenne en fait est très vigilante sur le droit à congé, même par rapport à des gens qui sont depuis très longtemps en maladie. Elle a réouvert des droits à congé avec des calculs, un peu des calculs savants pour que les agents, en fait, quand ils ont eu des droits à congé et qu'ils ont été en maladie pendant 2 ans ou 3 ans, reviennent avec des droits à congé qu'ils un peu cumulés sur plusieurs années. Alors, ils en perdent quand même, mais ils en gardent. Et donc, du coup, le droit à congé est quand même quelque chose qui est très, très encadré pour ne pas être perdu. Mais ça ne veut pas dire qu'il est obligatoirement pris. C'est-à-dire que si l'agent a l'obligation de prendre 20 jours dans l'année de congé annuel, tous les jours qui restent, au-delà des 20 jours, en fait, peuvent être déposés ou dans le CET ou reportés sur l'année suivante. Mais le fait de reporter, en fait, ça fait effet boule de neige. Oui, c'est ça. Et l'histoire du 31 mars, c'est formalisé quelque part ou c'est pareil? C'est dans des circulaires, c'est en fait dans des... on a souvent... pour ça, en fait, on fait souvent référence à une circulaire de l'État, puisqu'en fait, les circulaires des uns et des autres, comme il y a une parité entre les trois fonctions publiques, comme on est dans la fonction publique 44 000 employeurs, c'est difficile des fois. Donc, on s'appuie sur des circulaires de l'État et en fait, il y a des circulaires qui autorisent le report. D'accord. Et la mise en place du CET, c'est jusqu'à une certaine date ou, par exemple, les congés de 2020 qui Alors, par exemple, si vous me parlez de congés de 2019, en fait, ils sont perdus. ils sont perdus. Par D'accord. contre, si vous me parlez de l'année qu'on connaît aujourd'hui exceptionnelle, Oui. en fait, il y a c'est une ordonnance qui est sortie sur le compte épargne-temps qui en fait, déplafonne le compte épargne-temps à 75 jours cette année et permet de placer plus de jours cette année de façon très exceptionnelle. D'accord. En fait, on est sur une année un peu exceptionnelle. Si vous voulez, en fait, je vous propose, je vous donne mon adresse mail et vous m'envoyez un petit mail et je vous donnerai les conditions exceptionnelles de l'année 2020 si c'est de Oui, ça mais que vous... moi, c'est récurrent. C'est pas qu'en 2020 où il reste toujours des congés malgré Alors, les demandes. si c'est récurrent, en fait, il faut enfin, ce Comme qui est vous dites, important, ça c'est fait le dialogue. à chaque fois. Donc, voilà. Le dialogue avec l'agent, c'est de lui expliquer qu'en fait, les congés annuels, c'est important parce qu'en fait, quand on prend ces congés annuels, c'est pour se reposer et que ça évite de la maladie, ça évite de la fatigue, de l'usure aussi, et qu'il a l'obligation de prendre 20 jours. Vous pouvez aussi insister pour qu'il prenne tous ces jours. Après, il peut aller les poser sur son CET, ça c'est un droit qu'il a et vous ne pouvez pas lui refuser. Par contre, le CET est plafonné à 60 jours. D'accord. Donc, c'est-à-dire, il y a beaucoup d'agents qui aujourd'hui, avec l'allongement des dates de retraite, en fait, veulent avoir 60 jours sur leur CET, essaient au fil des années pour pouvoir partir, entre guillemets, un peu plus tôt et en bénéficier au moment de leur départ en retraite. Non, mais là, il n'y a même pas de CET en plus. Donc, alors, du coup, l'agent, il faut l'obliger, il faut lui proposer de demander l'ouverture d'un CET. Oui, tout à fait. Et donc là, il faut comment pour l'ouverture du CET, il faut se rapprocher. Ah non, c'est vous qui gérez le CET au niveau de la collectivité. Donc, en fait, vous ouvrez un compte. C'est pas un compte, en fait, c'est un tableau Excel souvent de tenue du CET ou si vous avez un logiciel qui l'enregistre, parce qu'il y a des logiciels de congé qui enregistrent les CET. Donc, du coup, il y a une tenue informatique avec un logiciel. Mais sinon, j'ai déjà vu des bases Excel pour tenir les CET selon le nombre des agents, dans lesquels, en fait, vous mentionnez le nombre de jours que vous lui mettez. Alors, au titre de l'année 2019, 2020, et voilà, jusqu'à 60 jours avec un plafond de 60 jours. Et du coup, il faut les mettre au 31 décembre de l'année en cours. Voilà. Et ce que je vous propose, en fait, ce qui est bien, c'est que pour les CET, ce qui est pas mal, c'est de faire un petit règlement. Alors, quand je dis un petit règlement, ce n'est pas un livret, hein, mais un petit règlement pour expliquer la procédure interne, que les agents en aient tous connaissance, et dans lequel vous dites, voilà, avant le 31 décembre, vous devez faire la demande de déposer dans votre CET vos jours de congé annuel et RTT s'il y en a. Et un petit peu organiser la manière dont les agents doivent procéder quand ils veulent ouvrir un CET et y placer de l'argent, et y placer leur jour de congé.
Et c'est en ça, c'est à vous un peu de les guider. Mais il est vrai que quand c'est récurrent, en fait, après les reports, on n'arrive jamais à… Oui. C'est d'une année sur l'autre et souvent, en plus, ça vient se cumuler. Et je pense qu'ils ne les utilisent pas avant le 31 mars en plus, en réfléchissant. Donc, Ah bah, après le 31 mars, ils sont perdus. j'avais pas cette Donc, date. je pense que c'est là qu'il faut que vous fassiez une alerte à l'agent, c'est-à-dire à lui dire qu'en fait, à un moment donné, il va les perdre, ses congés. Et avant qu'il se plaigne d'avoir perdu des congés et que l'employeur ne lui a pas donné ses congés, qu'il avait droit à des congés et qu'il vous remonte. Il y a des élus qui m'appellent avec des agents qui leur parlent de leurs congés d'il y a 10 ans, hein, Mhm. et des récup et des trucs et des machins. Enfin, voilà. Dites-lui qu'il y a des systèmes ou des dispositifs qui permettent de réglementer et d'organiser le congé. Mhm. Marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. C'est bon pour tout le monde? C'est bon. On met fin à la visio Ce que d'aujourd'hui? je vous propose, messieurs, dames, alors je ne sais pas si vous le faites avec l'association département, c'est que j'envoie à Nathalie le PowerPoint que je vous ai présenté et que qu'il soit diffusé aux personnes. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous aurez le PowerPoint, vous aurez la rediffusion sur la chaîne, vous aurez tout ça comme d'habitude, hein. Voilà, on prend les mêmes, on recommence.